Module 5, le diagramme corporel. Dans le recto de cette fiche d'examen, le diagramme corporel se situe en haut à droite. C'est dans cette zone que l'on va consigner quels symptômes sont présents et à quel endroit. Pour remplir le diagramme corporel, on va assurer les zones douloureuses et aussi annoter les autres symptômes comme les paresthésies ou les hypoesthésies. Souvenez-vous que, idéalement, nous commencerons cette section-là en posant des questions ouvertes aux patients. Décrivez-moi à quel endroit vous sentez vos symptômes. Et puis après, on peut le relancer une ou deux fois. Est-ce qu'il a le moindre symptôme dans votre bras, par exemple, etc. Et si le patient a la moindre tendance à avoir des symptômes qui vont dans l'épaule, il faudra systématiquement lui demander est-ce qu'il a le moindre symptôme dans le bras, dans l'avant-bras, dans la main. Et quand on dit le moindre symptôme, cela inclut des fourmis, des engourdissements ou des sensations de faiblesse. Un premier élément que l'on recherche dans cette partie de l'examen, c'est de décider si le problème semble concerner plutôt le rachis cervical supérieur ou le rachis cervical inférieur. Les études d'injection diagnostique ont montré un phénomène extrêmement intéressant. Pour le rachis cervical, la douleur n'est presque jamais ressentie à l'endroit exact d'où est issue la nociception. D'après la carte composite qu'on a dressée Bogdoc, le seul niveau cervical où le patient ressent les symptômes à l'endroit où la nociception prend son origine est le niveau C3-C4. Au-dessus des C2-C3, la douleur se décale vers le haut sur la zone occipitale. En dessous, les douleurs C4-C5 sont ressenties à la base du cou, les douleurs C5-C6 sont ressenties dans le trapèze avec un épicentre au milieu du trapèze, et les douleurs C6-C7 ont un épicentre au niveau thoracique supérieur, mais peuvent être ressenties aussi bas que T6, T7. Quand la nociception sera issue du rachis cervical supérieur, la douleur sera principalement ressentie près de la jonction crânio-cervicale, de façon bilatérale ou de façon unilatérale. Cette douleur irradiera souvent dans le crâne, là encore de façon unie ou bilatérale. À noter que les douleurs d'origine cervicale supérieure peuvent non seulement irradier dans l'arrière et dans le dessus du crâne, mais aussi au niveau du front, autour de l'œil et derrière l'œil. Par contre, il est tout de même assez infréquent qu'elles irradient plus bas dans le visage ou dans le maxillaire inférieur. Quand la source de la nociception est cervicale inférieure, elle sera souvent ressentie de façon diffuse dans le cou et dans les deux trapèzes, comme cela figure sur l'image de gauche. Parfois, la douleur sera ressentie vraiment à la charnière cervico-thoracique. Les douleurs d'origine cervicale inférieure seront bien entendu fréquemment unilatérales et elles pourront irradier dans le membre supérieur. Notez que, comme pour le rachis lombaire, dans une brachialgie d'origine cervicale, il se peut qu'il s'agisse d'une simple douleur somatique irradiée sans implication en la racine nerveuse. Si la douleur va plus loin que le coude, elle sera le plus souvent radiculaire cependant. Et bien entendu, s'il y a le moindre symptôme d'évocation radiculaire, d'altération de conduction, par exemple des paresthésies, des hypoesthésies ou une faiblesse dans le membre supérieur, à ce moment-là, l'implication radiculaire sera extrêmement probable. En plus d'avoir une indication sur le niveau auquel se situe le problème, une caractéristique des symptômes du patient qui nous intéresse tout particulièrement en MDT est le fait de savoir si la douleur est centrale ou symétrique ou unilatérale ou asymétrique. En effet, dans le premier cas de figure, avec une douleur centrale ou une douleur symétrique,
il y a de bonnes chances qu'il n'y ait pas besoin de sortir du plan sagittal pendant l'examen ou le traitement du patient. Inversement, si la douleur est unilatérale ou si elle est asymétrique, hormis la situation dans laquelle le patient arrive avec une déformation latérale aiguë en torticolis, on commencera tout de même dans le plan sagittal, mais il y aura toujours la possibilité qu'il faille à un moment ou à un autre explorer d'autres plans de mouvement, par exemple le plan frontal ou le plan horizontal. Le troisième élément que l'on recherche dans cette section et que l'on consignera sur le diagramme corporel est la nécessité ou non d'effectuer un examen neurologique. Si le patient a le moindre symptôme plus loin que le coude, il faudra faire un examen neurologique. Surtout si le patient rapporte des symptômes évocateurs d'une altération de la conduction nerveuse sous la forme de paresthésie, d'hypoesthésie ou de faiblesse musculaire. Quatrièmement et dernièrement, la topographie de la douleur est-elle cohérente avec un simple problème mécanique? Si le patient a des douleurs diffuses dans tout le corps, ou s'il a de très nombreux sites douloureux répartis partout dans son corps, cela augmente nettement la probabilité qu'un fort degré de sensibilisation du système nerveux soit présent. Sur le diagramme corporel, notre recommandation est de noter tous les symptômes présents depuis le début de l'épisode en cours. La ligne qui est juste en dessous du diagramme corporel est destinée à préciser ce qui est d'actualité dans la dernière semaine. De toute évidence, les deux informations sont très importantes. En effet, il est légitime de se concentrer sur ce qui est présent les derniers jours. Mais de savoir qu'à un moment les symptômes ont pu aller dans le membre supérieur nous incite à vérifier avec le patient, au moment des tests et mouvements répétés, que des symptômes de basse intensité ne sont pas encore présents dans cette zone. En résumé, en établissant le symptôme le plus distal, cela nous donne un marqueur très intéressant et cela permettra de suivre d'une séance sur l'autre si la douleur centralise. Deuxièmement, la topographie permet d'éliminer certains syndromes et de participer à la classification. Par exemple, dès que des douleurs irradient dans le membre supérieur, on peut éliminer le syndrome postural et la dysfonction. Troisièmement, si des symptômes d'évocation radiculaire distaux au coude sont présents de façon bilatérale, ou si le patient rapporte des symptômes présents dans les membres inférieurs qui sont apparus depuis le début des douleurs cervicales, cela constitue des drapeaux rouges. Quatrièmement, si le patient a des douleurs très diffuses et complètement régionales, cela peut constituer un drapeau jaune.